La ville fonctionnelle est organisée pour répondre aux enjeux des systèmes urbains. L'étude des interdépendances de connectivité demande de penser les synergies et considérer la complexité dans différents secteurs. Cela comporte différents risques. Les méthodes, les modèles, les règlements, les référentiels pour la ville efficace peuvent être vus comme des producteurs de la ville générique. Il est difficile de conjuguer normes internationales, outils globaux de résilience et spécificités locales. Nous avons tendance à transposer la performance avec en plus le risque de privatisation de la ville. De plus, le progrès technologique dans les infrastructures et la production énergétique, c'est-à-dire augmenter l'offre, qui puise toujours dans les stocks, augmente également sa propre demande et la consommation. Ce paradigme productiviste a amené un fonctionnalisme dans un système où chaque élément remplit sa fonction. On a eu tendance à séparer les fonctions pour plus d'efficacité. Les infrastructures sont réduites à l'état de servantes, hyperfonctionnelles et fondamentalement techniques. Une digue, un réseau, un pont a une fonction précise. Même le fleuve est transformé en objet fonctionnel. Dans nos travaux, nous souhaitons faire de l'infrastructure énergétique dans le cadre de cette présentation, un véritable sujet d'architecture pour qu'elle soit multibénéfice et ne pas avoir une fonction unique. Le multibénéfice s'inspire des écosystèmes et des interdépendances qui garantissent la résilience. La recherche d'optimisation tend à faire disparaître les alternatives. Contrairement à cela, nous devons mettre la diversité et l'hybridation en avant pour laisser des alternatives. On parlera donc d'une résilience fonctionnelle qui permet de redéfinir le progrès et la technique pour qu'ils soient mieux intégrés au territoire et qu'ils agissent avec le contexte de manière active. Certains urbanistes l'appellent la technique réenchantée. Nous avons ensuite une deuxième transformation, la transformation par l'espace. La qualité spatiale est la force et l'expertise des architectes et des urbanistes. Je résumerai cette transformation par les outils de sobriété foncière qui devraient limiter la consommation d'espace. Cet objectif existe depuis plus de 30 ans, mais est très peu concrétisé. L'étalement urbain et le zonage provoquent encore la création d'infrastructures lourdes, une utilisation croissante et obligatoire de la voiture, de l'individualisme et une transformation des paysages. Un état de réflexion sur les critères d'observation de la consommation d'espace permet de mettre en perspective artificialisation et densité, artificialisation et intensité, artificialisation et proximité, accessibilité, polycentralité, mobilité, mixité, autant de critères spatiaux que nous analysons dans nos projets. De plus, l'organisation spatiale et la morphologie de la ville définissent un microclimat. Ce microclimat est défini lui-même par l'ensoleillement, l'humidité, la vitesse des vents et très fortement influencé par la présence ou l'absence des trames vertes et bleues. Concernant les atouts et potentialités spatiales de Charleroi, les trois atouts majeurs de la ville sont sa structure spatiale, polycentrique, son potentiel foncier et un énorme héritage d'infrastructures importantes. Alors que de nombreuses villes européennes monocentriques cherchent à transformer leur structure d'origine en créant de nouvelles polarités, et que dans le même temps certaines villes nouvelles en font même le choix dès le premier tracé, Charleroi possède une structure polycentrique de par son histoire. La ville doit en tirer profit en équilibrant ses pôles existants et faire de chacun un réel pouvoir d'attraction. La polycentralité favorise les transports en commun et tout l'enjeu de Charleroi sera de relier les pôles. Pour revenir au potentiel foncier, on peut remarquer que partout en Europe, les endroits délaissés, les endroits négatifs tels que les friches, sont au cœur des renouvellements et deviennent une réelle ressource, un réel potentiel lorsqu'ils sont à proximité des centres-villes. Charleroi, à l'issue d'un siècle d'urbanisme fonctionnaliste, hérite de grandes zones monofonctionnelles. La fonction unique, et même plus dernièrement le territoire pensé dans une logique de zoning, rend très difficile l'articulation de la ville. Tout l'enjeu de Charleroi sera de transformer de grandes entités uniques en une multitude de programmes et d'éviter la dispersion des activités sur le territoire. Il s'agit là d'une capacité exceptionnelle de par les nombreux hectares disponibles en cœur de ville. Vous avez ici les travaux de l'Observatoire de la faculté qui ont identifié l'ensemble des friches et leurs différentes vulnérabilités et capacités. Nous avons ensuite la troisième transformation, la transformation par la matière. Il s'agit de la matière avec laquelle les concepteurs composent. Quelle est la place accordée à la ressource locale? La bonne gestion des ressources est au cœur de cette transformation. Les choix d'aménagement peuvent contribuer à valoriser certaines filières locales et de nouvelles chaînes de valeur pour les matériaux biosourcés, géosourcés
et surtout de réemploi. Il s'agit d'un levier considérable pour limiter le poids carbone d'une opération. Et enfin, peut-être la plus importante, la transformation par le vivant. Il s'agit de la dimension écosystémique d'un territoire pour consolider la résilience. Dans nos travaux, nous nous intéressons sur la manière dont on pense le rapport ville-nature et dont on considère le rapport à la biodiversité. Est-il possible d'urbaniser en favorisant la biodiversité? Pour Charleroi, il faut renaturer les sites bouleversés par l'héritage des infrastructures qui reviennent au parti pris fonctionnaliste. La ville s'est construite contre la nature. Nous favorisons un urbanisme de restauration écologique avec comme stratégie la réparation qui s'intéresse au socle urbain fertile. Vous avez ici tout un ensemble de représentations de basse-mètres qui a participé à la végétalisation de l'espace public et au paysage de Charleroi. Cette transformation permet de sortir d'une comptabilisation uniquement par les flux ou surfaciques pour que la nature devienne une nouvelle métrique dans la conception du projet. La fabrique urbaine doit créer des alliances avec le vivant pour une meilleure symbiose entre l'homme et la nature. C'est ce qu'on appelle la résilience symbiotique. En synthèse de ces 4 transformations, nous avons vu 4 façons d'augmenter la résilience d'un territoire. Nous allons terminer par un projet qui synthétise notre méthodologie dans la pratique au croisement des questions énergétiques et stratégies territoriales. Il s'agit du projet Géomine, ancré sur son site support à Charleroi, en lien avec les acteurs territoriaux. Ce projet a pris une dimension structurante dans la conception et l'accompagnement de projets de territoire. C'est un projet expérimental, recherche-action, qui joint la théorie à la pratique. Un observatoire de la résilience avec le rapport à la matière, à l'énergie, les flux, donc au territoire, spatial et vivant, anticipant les évolutions futures. Le projet Géomine est un projet pluridisciplinaire qui réunit architectes, géologues, ingénieurs des mines, ingénieurs en énergétique et forces vives locales avec cette conviction que la transition énergétique participe à la régénération urbaine dont Charleroi a besoin. Ce projet vise à réaliser une étude de faisabilité dans le bassin de Charleroi en vue de lancer un pilote en géothermie minière. Celui-ci s'inscrit dans la politique énergétique de la région wallonne qui vise à promouvoir et développer les énergies renouvelables. Dans ce contexte, l'une des solutions envisageables pour sécuriser l'approvisionnement en énergie et réduire l'impact environnemental et climatique du chauffage et du refroidissement est le développement de systèmes énergétiques utilisant la géothermie et plus spécifiquement l'eau des anciennes mines dans ce projet. L'objectif est de montrer que les mines désaffectées dans le bassin de Charleroi disposent d'un potentiel géothermique suffisant pour être exploitées. L'accent est mis sur les bénéfices des réseaux de chaleur et de climatisation de 5e génération auxquels s'intègre parfaitement la géothermie de basse énergie et le stockage d'énergie dans les anciens charbonnages. Avant de concevoir, nous avons repéré, cartographié, cherché le potentiel dans le déjà là. Les anciennes mines qui se trouvent en sous-sol sont en quelque sorte une ressource cachée. La question des cartes est fondamentale dans cet exercice de faisabilité entre l'offre et la demande énergétique. Les cartes, c'est produire des connaissances, c'est être capable de reconnaître la valeur positive des transformations, les ressources cachées et le potentiel, pour construire ce qui est déjà artificialisé. La première étape permettra notamment de mieux cerner la localisation et les dimensions spatiales du site qui accueillera le pilote, le type d'utilisation visé, les occupations du sol, la population inscrite et les usages, la mixité fonctionnelle et sociale, la densité et tout un ensemble de critères spatiaux, par exemple la localisation, la topographie, les conditions climatiques, les conditions de mise en œuvre du projet, les aspects techniques et pratiques, les usages actuels en surface et les contraintes associées, facilité pour faire passer le réseau de chaleur, aire de manœuvre pour le forage. Tout ce travail a permis de formuler quelques grands constats et à identifier dans l'exercice des capacités la dépendance spatiale. Cette dépendance deviendra plus forte lorsqu'on pourra optimiser la ressource géothermique avec les consommations en surface. Cela répond à un double enjeu de planification entre efficacité et sobriété, entre réduire les émissions jusqu'à la neutralité, c'est-à-dire l'atténuation et la diminution des besoins, et des ressources par l'adaptation des territoires. Dans ce projet, nous pouvons intervenir tant sur l'offre, en termes de diversité, que sur la demande, c'est-à-dire les besoins qui demandent de changer les modes d'habiter. Une analyse est alors menée pour questionner le juste équilibre à trouver pour parvenir au développement d'une ville réellement résiliente. Équilibre offre-demande, équilibre efficacité-sobriété, équilibre local-global, pour une résilience corrélative.
Nous avons ici les typologies de l'ensemble des bâtiments de la ville en fonction de leur date de construction. Sur cette carte, les plus grands consommateurs, aussi bien en chaud qu'en froid. Celle-ci nous montre le potentiel géothermique à travers les réservoirs des anciennes mines du périmètre d'étude choisi. Vous avez également des cartes de synthèse mettant en avant l'adéquation, potentiel géothermique et consommateur, révélant ainsi la résilience corrélative. Nos systèmes ne sont jamais à 100% robustes et si cela devait être le cas, ce serait au détriment de quelque chose. On ne peut pas miser sur 100% d'efficacité ou 100% de sobriété, il faut composer avec les deux, d'où la résilience corrélative. Je conclus dans le fait que le concept de résilience corrélative entre l'offre et la demande s'incarne dans des déclinaisons de modèles hybrides qui permettent une grande diversité de l'offre de systèmes énergétiques et de diversité de la demande dans ces temporalités. L'objectif est désormais d'activer notre roue d'évaluation, une matrice de résilience corrélative pour une adéquation offre-demande, en les testant sur les potentiels identifiés à Charleroi. La roue d'évaluation est décomposée en 4 composantes. Les infrastructures énergétiques qui correspondent à l'efficacité, la résilience fonctionnelle de notre système de production qui mise sur l'hybridation et la diversité. En adéquation à l'offre, nous essayons de caractériser la consommation d'énergie entre les différentes typologies du territoire. Quels sont les grands consommateurs? Nous effectuons une photographie de la consommation énergétique du territoire par secteur d'activité et par énergie. La ressource, qui correspond au réservoir géothermique dans le cadre de notre projet. Et enfin, les acteurs et la gouvernance pour partager l'énergie. C'est une démarche transversale pour trouver entre les différents acteurs les voies d'une meilleure coopération et en vue d'homogénéiser les nouveaux équilibres d'un district en mutation. Ces évaluations se basent sur la recherche de nouveaux indicateurs appliqués à la fabrique urbaine environnante de Charleroi. La transition énergétique avance partout en Europe et lorsqu'on regarde les capacités énergétiques, les meilleurs exemples, ce n'est que du collectif. Tout est mutualisé, partagé. Dans ce cadre, les communautés énergétiques locales sont une piste intéressante que nous développons pour donner sens à la diversité des territoires.